Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé les dernières séances. Essentiellement, la dernière séance, on avait parlé. Si, je vais enlever un peu la bavette. La dernière séance, on a parlé de l'équilibre du consommateur. On a parlé essentiellement de l'approche cardinale. Et après, on est passé à l'autre approche qui est l'approche ordinale, qui a, comme l'avait dit, le même objectif. C'est essentiellement comment calculer quelle est la combinaison qui procure au consommateur le maximum de satisfaction. Mais donc l'objectif est le même, mais ce sont les outils qui vont changer. Alors reprenons, on avait dit qu'un consommateur rationnel est un consommateur qui essaie toujours d'acheter les biens qui lui procurent le maximum de satisfaction compte tenu des prix de ces biens et aussi de son revenu, ce qui est normal. Lorsqu'on achète un bien, normalement on achète les biens qu'on préfère, bien sûr on les achète avec un prix, mais bien sûr on doit tenir compte de notre revenu. Alors, l'approche cardinale, c'est l'approche où on utilise, on donne des chiffres à la satisfaction. On avait dit, on l'a utilisé, ça nous permettait aussi de faire ce calcul d'équilibre du consommateur, mais cette approche-là a été critiquée, elle a été dépassée et elle a été remplacée par l'approche ordinale. Alors, l'approche ordinale, comme son nom l'indique, c'est une approche qui nous permet non pas de quantifier la satisfaction, ça veut dire donner des chiffres à la satisfaction, dire que, par exemple, lorsque je mange une pomme, j'ai une satisfaction de 10. 10 quoi? Comment je peux dire que moi, lorsque je mange une pomme, j'ai une satisfaction de 10? Comment je peux mesurer cette unité? Cette approche ordinale me permet aussi, je dirais, de mesurer ma satisfaction, mais de façon plus logique, en permettant de faire une hiérarchie de mes préférences. Je vais dire par exemple que pour moi, 2 pommes et 2 oranges, c'est mieux que par exemple 5 pommes et 0 pomme et 1 orange, par exemple. Vous voyez? Donc, ça me permet de faire une préférence ou bien normalement un ordre de préférence pour chaque consommateur. Alors, la théorie moderne de l'équilibre du consommateur, initiée par Wilfredo Pareto et Edgeworth, donc en adoptant une expression ordinale de l'utilité, a développé de nouveaux outils d'analyse. Donc, ça veut dire que cette approche, l'approche ordinale, elle poursuit le même objectif, mais comme j'avais dit, elle utilise des moyens différents. C'est une approche plus logique parce qu'elle permet au consommateur de faire une échelle de préférence. Donc, d'après l'approche ordinale, l'individu ne mesure plus le niveau de satisfaction, mais il est seulement capable d'indiquer un ordre de préférence. Ça veut dire que je vais seulement demander au consommateur de me dire quelle combinaison il préfère à une autre. Comme j'avais dit, supposons qu'on a 2 produits, le chocolat et le café, par exemple. J'ai 2 produits, le chocolat et le café. Je vais prendre un consommateur et je vais lui donner différentes combinaisons. Et par exemple, je vais lui donner aussi 3 paniers et lui dire, dans chaque panier, vous mettez les combinaisons qui, pour vous procurent la même satisfaction. Par exemple, il va me dire un café et un chocolat. C'est bien, mais 2 cafés et 2 chocolats, c'est meilleur. Donc, ça veut dire que la combinaison 2 cafés et 2 chocolats va se trouver sur, normalement, une courbe d'indifférence meilleure que un café et un chocolat. Ce qui fait, on va donc faire un ordre de préférence. Le consommateur va me dire, la combinaison X, pour moi, est mieux que la combinaison Y, qui est mieux que la combinaison Z. Donc, pour cette méthode, ce que je vais faire, c'est, comme j'avais dit, donner au consommateur un certain nombre de combinaisons de 2 biens et c'est à lui de faire l'ordre de préférence. Il va me dire, ces combinaisons pour moi sont meilleures que les combinaisons N qui sont meilleures que les combinaisons Z. Donc là, cette méthode me permet de poser les questions au consommateur et ça me permet d'avoir un ordre de préférence. Pour simplifier l'analyse, on suppose que le consommateur, bien sûr, ne consomme que des biens et qu'il choisit entre 2 paniers A et B. L'approche ordinale de l'utilité, contrairement à l'approche cardinale, est basée sur les préférences des consommateurs. Voyez? Donc, l'une des différences entre l'approche cardinale et l'approche ordinale, c'est que, premièrement, l'approche cardinale quantifie la satisfaction, ce qui n'est pas logique, alors que l'approche ordinale nous permet seulement d'avoir un ordre de préférence des consommateurs. De même,
L'approche ordinale, donc, il ne diffère pas de l'approche cardinale par les objectifs, mais il diffère par les outils. Avec l'approche ordinale, on va utiliser d'autres outils, essentiellement la courbe d'indifférence et le taux margé de substitution. Donc, ça sont deux moyens nouveaux qu'on n'utilisait pas, si vous voulez. Bon, le TMS, on l'utilisait, mais très peu l'approche cardinale, mais on va l'utiliser beaucoup plus l'approche ordinale. Alors, on va voir ce que c'est que le TMS et ce que c'est que les courbes d'indifférence. On va commencer par les courbes d'indifférence. C'est quoi une courbe d'indifférence? Alors, une courbe d'indifférence, bien sûr, ça va être une courbe qui retrace l'ensemble des combinaisons des biens X et Y. Vous vous rappelez, on avait dit que pour simplifier l'analyse ordinale, on suppose que le consommateur a le choix seulement entre différentes combinaisons de deux biens, X et Y. Ça va? Par exemple, le café et le chocolat, les pommes et les oranges. On prend seulement deux biens. Et en demandant au consommateur de faire une classification des combinaisons, par exemple, le consommateur va me dire, pour moi, une pomme et une orange, pour moi, ça me procure la même satisfaction que deux pommes et une orange, ou bien que trois pommes et deux oranges. Donc, en fonction des choix des clients, je vais prendre ces combinaisons, 1, 2, 1, 3, 2, 1, etc. Ce sont des combinaisons. Et grâce à ces combinaisons, je vais construire une courbe. Alors, regardez, j'avais dit que pour construire cette courbe, j'ai demandé au consommateur normalement, de classifier ou bien de faire une classification entre un certain nombre de combinaisons. Il va me dire que normalement, le premier panier de combinaisons lui procure la même satisfaction. Je vais prendre ces combinaisons, ça peut être 1, 2, 1, 3, 2, 5, bon, ces combinaisons comme ça, et je vais donc construire cette courbe. Puisque ce sont des combinaisons qui lui procurent la même satisfaction, ça veut dire que sur une même courbe d'indifférence, on a le même niveau de satisfaction. Donc, c'est l'une des caractéristiques des courbes d'indifférence, c'est que sur une même courbe d'indifférence, on a le même niveau de U, donc le même niveau de satisfaction. Alors, les courbes d'indifférence, ils ont certaines caractéristiques. Premièrement, sur une même courbe d'indifférence, on a le même niveau de satisfaction. Deuxième lieu, les courbes d'indifférence sont décroissantes. Pourquoi elles sont décroissantes? C'est parce que on a des combinaisons X et Y. Donc, lorsque X augmente, nécessairement, Y diminue. Ce qui est logique. Parce que, imaginez, on me donne le choix entre une pomme et une orange. Je vais avoir une satisfaction. Si on me dit deux pommes et deux oranges, tous les deux augmentent, je vais avoir une satisfaction meilleure. Normalement, sur une même courbe d'indifférence, lorsque X augmente, Y diminue. Donc, la courbe d'indifférence, elle est décroissante. Alors, les courbes d'indifférence, ils sont convexes par rapport à son origine. Ça veut dire qu'on va voir que c'est une courbe qui a cette forme-là. Elle est convexe par rapport à l'origine. Pourquoi? Parce que, comme j'avais dit, lorsque X augmente, Y diminue. Et deux courbes d'indifférence ne se couvrent jamais, ce qui est logique. On avait dit que sur chaque courbe d'indifférence, on a la même satisfaction. Si jamais on a deux courbes d'indifférence qui se coupent, ça veut dire qu'on aura une combinaison qui nous donne deux satisfactions différentes, ce qui n'est pas logique. On va essayer d'ailleurs de discuter chacune à part, chaque caractéristique à part. Alors, donc là, c'est, si vous voulez, une des formes des courbes d'indifférence. La courbe d'indifférence, elle a toujours cette forme-là. Regardez, là, par exemple, là c'est X et là c'est Y. Ici, par exemple, c'est 100 et 1. Et là, regardez, ça va être 50 et 2. Donc, Y diminue et X augmente. Ce qui fait, c'est une courbe qui est décroissante. Alors là, c'est les hypothèses. Donc, les hypothèses des courbes d'indifférence, c'est que pour construire une courbe d'indifférence, c'est logique, il fallait des hypothèses. Les hypothèses, c'est que le consommateur, il fait un choix délibéré. Ça veut dire que lorsqu'il fait un choix, personne ne l'oblige à faire quoi que ce soit. C'est un choix délibéré qui, normalement, c'est un choix qui sort de ses préférences. Alors, la substitution des biens, ça veut dire que le consommateur, il a le choix entre le bien X et le bien Y. Il peut substituer un bien par un autre. Lorsque il veut augmenter le premier point, le premier
bien, il doit diminuer l'autre. Donc, on substitue un bien par un autre. Substituable, ça veut dire remplaçable. On remplace un bien par un autre. Alors, la comparabilité, ça veut dire que le consommateur, il est conscient qu'il peut comparer entre différents biens. La transitivité, la non-satiété, ça veut dire que le consommateur il va continuer à consommer jusqu'à atteindre le niveau de satiété, ça veut dire après consommer, ça veut dire que ce consommateur, il continue à consommer des biens jusqu'à atteindre un niveau de satiété, ce qu'on a discuté la dernière fois avec la fonction d'utilité et la fonction d'utilité marginale. Et bien sûr, l'utilité marginale est toujours décroissante. Alors, les caractéristiques des courbes d'indifférence. Donc, les courbes d'indifférence possèdent un certain nombre de caractéristiques. Premièrement, le long d'une courbe d'indifférence, la variation utilisateur est nulle. Ça veut dire que sur une même courbe d'indifférence, on a le même niveau de satisfaction. Donc, on a le même U. Sur une même courbe d'indifférence, on a le même U. Donc, la variation de U est nulle puisqu'on a la même satisfaction. Donc, la variation de la satisfaction est nulle. Le long d'une courbe, là, une courbe d'indifférence a une pente négative. Ceci dérive de l'axiome de comportement selon lequel le consommateur préfère toujours plus. Alors, la courbe d'indifférence a une pente négative, c'est parce que elle est décroissante, comme on avait dit. Donc, lorsque X augmente, Y diminue. Elle a un sens, ils ont l'évolution des deux biens, je dirais, ils évoluent de façon opposée. Donc, la pente de la courbe est négative. D'ailleurs, la pente de la courbe d'indifférence, on va la voir plus tard, ça va être la variation donc de l'utilité de X sur la variation de la quantité X sur la variation de la quantité Y. Puisque les deux varient au sens opposé, c'est normal que la droite soit négative et que sa pente que la courbe soit décroissante parce que la pente est négative. Troisième point, une courbe d'indifférence est convexe par rapport à l'origine, parce que, comme on avait dit, c'est une courbe parce que chaque fois que X augmente, Y diminue. Plus les courbes d'indifférence sont éloignées de l'origine, plus le niveau est élevé. Donc, normalement, un consommateur, il a le choix entre différentes combinaisons. Ce qui fait, il va avoir plusieurs courbes d'indifférence. Plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau de satisfaction augmente. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une carte d'indifférence. Ça veut dire que chaque consommateur, il a normalement, je dirais, différentes courbes d'indifférence. Il a différentes combinaisons qui lui procurent d'avoir une satisfaction différente. Alors, la courbe C1, il lui donne une certaine satisfaction. La courbe C2 lui donne une satisfaction meilleure. C3 lui donne une satisfaction encore meilleure. Donc, plus on s'éloigne de l'origine, plus on s'éloigne de l'origine, plus la satisfaction augmente. Et retenez, c'est quoi une courbe d'indifférence? Une courbe d'indifférence, c'est la combinaison de biens X et Y qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. Ça veut dire que pour chaque point, prenons celui-là, ce point-là par exemple, c'est les combinaisons de X et de Y, n'est-ce pas? Parce que sur une même courbe, on a le même niveau de satisfaction. Donc, la courbe d'indifférence, c'est l'ensemble des combinaisons de X. C'est l'ensemble des combinaisons de X et de Y qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. Et chaque consommateur peut avoir une carte d'indifférence, ça veut dire un ensemble de courbes d'indifférence. Alors, deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Voilà le cas extrême. Regardez ici, un consommateur qui a plusieurs courbes d'indifférence. Tout au long, par exemple, ici, on a le U1, le U2. U2 est supérieur à U1. L'ensemble de satisfaction sur la deuxième droite est mieux que le niveau de satisfaction de la première droite. Ici, on a deux courbes d'indifférence qui se coupent. Ça, c'est normalement un axiome impossible. Pourquoi? Parce que cela veut dire que le point A, il appartient à U1 et à U2. Alors qu'on avait dit que plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau de satisfaction est meilleur. Donc, on a le même point qui procure deux niveaux de satisfaction, ce qui n'est pas normal.
la satisfaction qu'on retire, par exemple, du fait de consommer une unité de X, par exemple, une pomme et une orange, si je la mange maintenant et après je la remange, j'ai la même satisfaction. Donc, une combinaison ne peut pas appartenir à deux courbes d'indifférence. C'est pour ça qu'on dit que deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Alors, les courbes d'indifférence sont décroissantes. Les courbes d'indifférence ont une pente négative. Et vous rappelez pourquoi? C'est une courbe décroissante. Sa pente, c'est la variation de la quantité de x sur la variation de la quantité de y. Puisque x et y varient au sens opposé, donc la pente est négative. Ça, c'est l'approche mathématique, l'impact mathématique de l'économie. En effet, sur le long de la courbe d'indifférence, il existe une relation inverse et décroissante ou négative entre x et y. Si x augmente, y diminue et inversement. Par conséquent, la pente qui est la variation de x sur la variation de y de la courbe d'indifférence est négative. Donc là, c'est pour ça que on dit que les courbes d'indifférence sont décroissantes parce que x et y varient en sens inverse. Alors, les courbes d'indifférence sont décroissantes, voilà, donc une pente négative, donc la courbe d'indifférence, elle est comme ça et ne peut pas être comme ça. Parce que si elle est comme ça veut dire que x et y varient dans le même sens. Ça veut dire que lorsque x augmente, y augmente, ce qui est illogique. Donc là, la courbe d'indifférence, elle est toujours décroissante et ne peut pas être croissante. Alors là, donc, on avait dit que plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau de satisfaction augmente, c'est ça. On a U1, U2, U3. Donc, plus la quantité consommée augmente, plus la satisfaction augmente. Lorsque X et Y, on a ici un certain niveau de, je dirais, une combinaison. On a une certaine combinaison de biens X et Y. Tout à l'heure, j'avais dit une pomme, une orange. Une pomme, une orange me donne une certaine satisfaction. Deux pommes, deux oranges me donnent une satisfaction meilleure. Trois pommes, trois oranges me donnent une satisfaction encore meilleure. Donc, plus on se retrouve sur une courbe d'indifférence plus éloignée de l'origine, plus le niveau de satisfaction augmente et plus donc le U augmente. Donc là, c'était les courbes d'indifférence parce que obligatoirement, l'approche ordinale est basée sur les courbes d'indifférence. On a parlé des courbes d'indifférence. Deuxième caractéristique très importante de l'approche ordinale, c'est le concept de taux marginal de substitution. Alors, ce taux marginal de substitution, de façon théorique, c'est un concept qui nous permet de substituer un bien par un autre. Par exemple, moi, j'ai différentes combinaisons. On reste l'exemple, il y a les pommes et les oranges. Ça va? Alors, supposons qu'il y a deux consommateurs, moi et une personne à côté, et on a seulement deux biens, une pomme et une orange. Sauf que moi, par exemple, je préfère les pommes. Donc, je vais toujours aller vers beaucoup plus de pommes que des oranges. L'autre, il préfère les oranges. Ce qui fait, on peut, sur quelle base on peut créer un échange entre deux consommateurs. Alors, l'indicateur qui me permet de faciliter l'échange, c'est ce taux marginal de substitution. Ça veut dire que c'est un taux qui nous indique ou bien qui mesure les préférences des consommateurs. Alors, voilà, la substitution consiste à remplacer une chose par une autre sans changement par ailleurs. Dans la théorie de l'utilité ordinale, le consommateur étant indifférent entre plusieurs paniers peut substituer un bien par un autre à condition de maintenir identique son niveau de satisfaction. Lorsque je dis que sur la même courbe d'indifférence, on a la même satisfaction. Et on avait dit que lorsque X augmente, Y diminue. Ça veut dire que, ou bien lorsque X diminue, Y augmente. Ça veut dire que le consommateur, il substitue une certaine quantité d'un bien par une autre quantité d'un autre bien. Ici, on a X, Y. Lorsque X diminue, Y augmente. Ce qui fait, regarder, on remplace la quantité de X par la quantité de Y. Donc, on substitue Y à X. Vous voyez? Donc, sur la même courbe d'indifférence, chaque fois qu'on diminue un bien, on augmente un autre. Donc, on substitue un bien par un autre. Et comment on peut mesurer ce degré de substituabilité entre un bien et un autre? Par ce concept de taux marginal de substitution. Alors, le taux, voilà.
Le taux marginal de substitution est la petite quantité d'un bien que l'on soit prêt à sacrifier pour obtenir une unité supplémentaire d'un autre bien. Donc, normalement, voilà, l'utilité totale de le taux marginal de substitution entre deux biens Y et X mesure la variation de la quantité Y nécessaire le long d'une courbe d'indifférence pour compenser. Alors, le taux marginal de X à Y mesure la quantité de X que le consommateur est disposé à donner pour avoir une unité de Y. Ça, c'est la définition mathématique du concept. Reprenons. On avait dit que le taux marginal de substitution est un élément qui me permet de mesurer ou bien de réussir normalement l'échange ou la substitution entre un bien et un autre. Donc ça, c'est la façon théorique. Mathématiquement, comment on peut calculer le TMS de X à Y? Le taux marginal de substitution de X à Y me permet de calculer combien je peux donner de X pour avoir une unité supplémentaire de Y. C'est ça le TMS. Et le taux marginal de substitution de X à Y, c'est la variation de X sur la variation de Y. Ça, c'est mathématique. Ce taux marginal de substitution, c'est la pente de la courbe d'indifférence. Parce que le taux, il est toujours négatif, ce qui est normal. On avait dit que le taux marginal de substitution, c'est je dirais, une équation entre la variation de X et la variation de Y. Nous, on avait dit que X et Y varient inversement. Donc, le taux, il est négatif. Ce qui fait le TMS, c'est la pente de la courbe d'indifférence.